activités. Je pense que le confrère de la Banque centrale a un peu élaboré, mais on va donner ces détails. Les banques locales sont tenues dans la relation financière. Donc, elles ne pourront pas affecter ces ressources financières locales. C'est une contrainte qui est liée à ces banques. D'une part, dans tous les banques, d'une part aussi la capacité financière qui exige à ce que les banques puissent avoir des ressources longues. Donc, c'est dans ce cadre que la Banque africaine d'investissement est juste son rôle important, c'est de financer des projets à long terme qui vont de 7 ans à 10 ans. C'est là où cette banque joue son rôle capital. Je l'ai dit tantôt, le secteur de la pêche est très important, le secteur de l'agriculture est important. Dans le cadre du secteur de l'agriculture et de l'élevage, nous avons financé un laboratoire italien, TD, qui a eu à développer un projet qui consiste à l'agriculture et la laiterie, sur lequel nous avons eu à financer avec un partenaire du FEDA autour de 30 millions de dollars. Donc, cela, nous sommes là pour compléter l'acquis que les banques locales ne pourront pas apporter au développement des opérateurs locaux. Et je préfère, si vous permettez, donner un peu un élément important. Quand nous parlons du commerce est-africain, il faut des moyens, un véhicule. Ce véhicule, je pense que nous l'avons initié à travers un département qu'on a créé, Inter-Africain, qui consiste à faciliter le commerce entre les Africains, d'une part, et aussi à promouvoir la promotion des échanges entre les Africains. Et cela est un élément important sur lequel je voudrais attirer l'attention des participants. C'est de créer ce qu'on appelle les championnats nationaux à travers NTM, M. Brice qui a eu une finance d'investissement, et sur soutenir le secteur privé et public, le secteur de l'énergie, le secteur plus militant. Pour le dire, un élément important sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est le commerce inter-africain. Nous avons eu à mettre en place une foire continentale qui a eu à faire ses preuves les années passées en Égypte et en Afrique du Sud. Et cette fois, on a eu un membre à Abidjan. Et nous invitons les opérateurs économiques mauritaniens en tant que chef de vendeur, les opérateurs privés, de pouvoir participer à cette foire. Je pense que l'occasion de ce séminaire, de ce forum, d'échanger avec les gens, mes collègues pour moi, les formations associées. Merci pour le moment, pour cette question qu'on a posée. Vous avez parlé de pêche, d'agriculture et d'élevage. Est-ce qu'il y a certains secteurs qui sont ciblés ou vous intervenez dans tous les domaines d'activité? Bon, je vais parler du secteur de la pêche parce que c'est un peu l'actualité, mais je vous rappelle qu'à ce moment, on n'a pas une limitation de secteur. Les secteurs d'activité sont en fonction des secteurs économiques qui sont viables et rentables. Pour le cas de la Mauritanie, je pense qu'il y a le secteur des mines, le secteur des de la pêche et de l'agriculture. On est disposé, comme je l'ai dit tantôt, à élaborer, à discuter avec les opérateurs économiques comme les projets bancaires et fiables dans toutes ces activités sur lesquelles on peut les accompagner pour une durée à long terme, ce qui manque souvent pour les banques locales pour nous accompagner. Mais comme je l'ai dit tantôt, toujours la promotion des banques locales parce qu'elles sont là pour les compléter les lacunes que les banques locales ne peuvent pas apporter à ces investisseurs. Merci beaucoup. Madame Marie-Esther, donc je vous laisse vous présenter votre organisation. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Donc, comme je le disais tantôt, je suis coordinatrice en chef d'une initiative panafricaine de la Banque africaine de développement qui vise à accroître l'accès au financement et le développement surtout des femmes entrepreneurs en Afrique. La Banque africaine de développement a mis au cœur de sa stratégie de développement qui est basée sur 5 points, dont nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, électrifier l'Afrique, connecter l'Afrique et développer le capital humain de l'Afrique. Et donc, au sein de ces 5 points, a vraiment placé le genre comme étant un point critique, en fait, pour le développement de notre continent. Et comme le président de la Banque africaine de développement aime très souvent le dire, Dr. Elchina, un avion ne vole pas avec une aile. Notre continent ne pourra pas se développer juste en nous passant sur 50% de notre population. Et donc, il est important d'impliquer du coup les 50% qui, pour l'instant, restent inexploités, qui sont le potentiel des femmes et plus particulièrement des femmes entrepreneurs. Par contre, ce que nous voyons, et comme Madame Lam l'a si bien soulevé tout à l'heure, c'est que dans certains pays,
Quels sont les besoins aussi bien en termes de financement qu'en termes d'assistance technique qui permettront justement aux femmes entrepreneurs de pouvoir se développer, de grandir et surtout de créer de l'emploi. Donc, nous accompagnons les institutions financières avec différents outils. Donc, ce sont des lignes de crédit, des lignes commerciales, des lignes de garantie, parce que nous savons aussi qu'un des soucis à l'accès au financement, justement, c'est le manque de garantie. Le titre foncier, le titre de propriété sont exactement ce que les femmes entrepreneurs n'ont pas. Et donc, il y a un besoin quand même assez important de créer des outils de garantie alternatifs qui permettent aux femmes entrepreneurs de pouvoir accéder. On sait aussi que l'accompagnement est très important, aussi bien dans l'éducation financière, parce que sans l'historique financier, l'institution financière ne peut pas vous prêter de l'argent. Elle a besoin de cet historique financier. Donc nous accompagnons les femmes entrepreneurs justement pour qu'elles puissent comprendre. Nous les accompagnons aussi dans le développement et la gestion de l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir en place pour avoir une entreprise pérenne qui inciterait en fait les institutions financières à bien vouloir vous prêter de l'argent parce qu'elles voient la croissance aussi bien dans le court terme que dans le long terme. Et finalement, Afawa travaille aussi en étroite collaboration avec les agences gouvernementales, dont les banques centrales, les ministères des Finances, du Plan et bien sûr le ministère du Genre, pour nous assurer que les politiques qui sont en place sont des politiques inclusives, surtout quand il s'agit des politiques financières. Et j'aime très souvent utiliser le même exemple. La garantie est une, comment on dit même, c'est un point important quelque part, c'est un point réglementaire de la Banque centrale. Les institutions financières ne peuvent pas prendre de garantie. Mais si la garantie préférée reste le titre foncier, c'est sûr que les femmes entrepreneurs n'accéderont pas au financement, on est bien d'accord. Donc, du coup, il est important aussi d'avoir une bonne politique en place pour que les institutions financières puissent aisément accompagner les femmes entrepreneurs. Donc, voilà comment nous travaillons. Afawa se déploie sur les 54 pays du continent africain et donc, du coup, la Mauritanie. Et on veut vraiment voir plus de femmes entrepreneurs y accéder, pouvoir participer, parce qu'elles sont, comme je l'ai dit au début, un point essentiel pour le développement de nos pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs dans la salle. Il ne faut pas vous décourager. Monsieur Amidia a la solution pour la garantie. Monsieur Amidia, je vous laisse vous présenter votre institution. Merci, M. Touré. Donc, je représente le Fonds africain de garantie et de coopération économique. Le Fonds de garantie PAGAS est une institution financière internationale. Ça, c'est la présentation du PAGAS. Et en termes d'intervention, le PAGAS, c'est quand même plus de 3 000 milliards de francs CFA de ressources injectées dans les pays membres. Malheureusement, la part concernant la Mauritanie est très faible. Elle représente moins d'1%. Merci. Justement, elle représente 0,0032%. Qu'est-ce qui explique la faiblesse de votre intervention en Mauritanie? Cela s'explique, je dirais, pour deux raisons principales. La première raison, elle explique, mais elle ne le justifie pas. C'est-à-dire que la première raison, c'est, je dirais, peut-être, pour excuser la Mauritanie, c'est la raison tardive de la Mauritanie de l'Ouest qui date de 2008. Mais la deuxième raison, je pense qu'elle est plus complexe à décrire. Je m'explique. Je vais essayer de dresser le constat
Tout à l'heure, madame parlait du rôle de la garantie, pour que les gens comprennent pourquoi le FAGAS n'intervient pas de manière appropriée au niveau de la monnaie. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos États, l'État ne donne pas de crédit, l'État ne donne pas de financement. Le rôle de l'État, c'est de mettre en place un cadre propice, un environnement propice à la promotion des investissements. Mais cet environnement, il est composé de différents acteurs qui chacun doit jouer pleinement sa partition pour aller vers la promotion des investissements. Et ces acteurs, parmi ces acteurs, nous avons la Banque centrale, nous avons les banques commerciales, nous avons les promoteurs de projets publics et privés, nous avons les garants, nous sommes, et dans l'idéal, un marché financier. Mais évidemment, il y a pas de marché financier, considérant les quatre que je viens de citer. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la perception que les gens ont de la garantie. Pourquoi? Parce que les gens, comme disait Madame tout à l'heure, ils sont focalisés sur ce qui est appelé titre foncier, titre de propriété. Alors qu'ils ne connaissent pas les vrais avantages d'une garantie financière. Et je peux citer 4 principaux avantages que peut donner une garantie financière comme la nôtre. Le premier avantage de la garantie financière, c'est d'abord de permettre aux promoteurs de projets d'accéder au financement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de couvrir le risque de contrepartie de crédit de la banque. Donc ça, ce sont les deux éléments les plus connus. Le troisième élément concerne toujours le promoteur de projet. La garantie financière va lui permettre d'accéder au financement, mais à des coûts raisonnables. C'est-à-dire d'accéder au financement à des coûts raisonnables. Ça, c'est un élément très important que les gens ne maîtrisent pas. Et le dernier élément, c'est que, compte tenu de notre notation, donc, qui permet d'avoir une pondération pour les banques, nous sommes notés double A-, qui permet de donner une pondération aux banques de la place, une pondération à 0. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre garantie, en plus de couvrir le risque de contrepartie de la banque, elle lui permet aussi, vis-à-vis des régulateurs, de dégager suffisamment de fonds propres pour pouvoir aussi faire face à d'autres engagements. Donc, ce sont les 4 principaux avantages que dans la garantie financière, mais malheureusement, les banques ne comprennent pas. Mais je pense qu'avec le roadshow qu'on a fait il y a 3 ou 4 semaines au niveau de la place de la Mauritanie, quand même, les choses ont changé. Parce qu'on est aujourd'hui à plus de 7 protocoles d'accord signés avec le secteur bancaire mauritanien. Et aussi, il y a quand même des règles qui vont venir. Et je pense que d'ici la fin de l'année, les choses vont changer. Je pense compte tenu des règles qui viennent et qui nous parviennent actuellement. Et la place de la femme est très importante parce qu'au niveau du FAGAS, nous avons plus de femmes que d'hommes en termes de parité et beaucoup plus de femmes dans le management que d'hommes. C'est une bonne nouvelle. Vous avez entendu une intervention du représentant de Canada tout à l'heure qui avait des difficultés pour accéder au financement parce qu'il n'avait pas de garantie. Quelle est la procédure qu'il faut suivre? Est-ce qu'on vient directement voir FAGAS? Est-ce qu'il faut passer par une banque locale? Quelle est la procédure qu'il faut suivre pour avoir accès à cette garantie-là? La procédure est très simple. Nous, on travaille avec les banques. Et tout à l'heure, on parlait de garantie, mais notre rôle ne se limite pas uniquement à la garantie. Nous aidons la banque et les banques. J'ai oublié de dire que nous intervenons aussi bien au niveau des projets structurants que des PME et PMI. Donc, en plus de la garantie que nous accordons, c'est-à-dire que nous aidons les promoteurs de projets et les banques à bien structurer les projets dans le cadre d'ingénierie financière. Donc, aujourd'hui, si un promoteur de projet a besoin de financement, il doit aller voir sa banque. Parce que nous, c'est la banque que nous connaissons. Et c'est avec la banque, c'est la banque qui nous saisit. C'est avec la banque que nous travaillons. Et il arrive aussi, c'est très courant même, que les promoteurs viennent nous voir. Donc, quelque part, d'abord, on joue le rôle d'apporter l'affaire aux banques. Donc, quand un promoteur vient nous voir directement, on oriente les banques avec lesquelles on travaille. Mais notre relation, c'est d'abord avec les banques. Merci beaucoup, M. Diat. Nous avons parlé de financement, nous avons parlé de garantie. Maintenant, nous allons donner la parole à Mme Lisa Williams, qui est représentante d'African Agriculture, pour présenter un peu cette structure. Merci beaucoup. Thank
you very much. So I'm afraid I'll speak in English. Je peux commencer en français et répondre aux questions en français peut-être, mais I prefer to speak in English. D'abord, excusez-moi pour être arrivé en retard, everyone. I'm sorry I arrived late. I am a member of the board of directors of African Agriculture, but I'm actually here in another capacity because I have a group of graduate students from Yale University who are studying policy challenges in the Sahel. I teach at Yale, et on a choisi le Sahel comme le premier pays dans une petite recherche sur tous les défis politiques qu'on rencontre ici. Okay. I would like to begin with a couple of facts that I'm sure most of you are aware of, but I think they're important to underline. First, within the next 25, actually 27 years, let's say, by the year 2050, the world's population is expected to exceed 9.6 billion people, according to the World Bank. So that's even less than a generation. Within 25 years, those are 9.6 billion mouths to feed. The demand for food will be great. The demand for protein sources, enormous. And right now, the famous statistic is that 60% of the world's arable land is right here on the African continent. Of that 60%, most of it, or let's just say much of it, is underused or not even in use. The potential, therefore, for investors, the potential for growth is almost unlimited. One last fact, alfalfa, I think the translation by the French is lucerne, but that small little vegetable that you love to see in American salad bars, but which also is an important feedstock for cattle, carries the highest amount of protein of any other plant source, which leads me to African agriculture. We are an American company working in agriculture in Africa. Our goal is to enhance cattle feed production of a very high nutritional content and also fiber content, and it's alfalfa specifically. Our goal is also to have responsible management and use of and employment along the African coastline, and employ the most, the state-of-the-art technology in our farming. We intend to develop a cash flow, we'll have a cash flow into the global program of also carbon offsets. We began our work under African agriculture in Senegal, where we are expanding to Niger and have just signed an agreement to work in Mauritania, which I'll talk about in a minute. And in Senegal, we have a 62,000-acre farm where we are producing alfalfa. So the last speaker just mentioned the importance of the state of creating an environment that is conducive to business investment, and having that be the thing that empowers and attracts foreign investors. African agriculture signed an agreement in December in the United States on the margins of the U.S.-Africa Business Summit, Leaders Summit, to invest in a farm, in a PPP project, public-private partnership project in Mauritania, which we are extremely excited about. We will have a phased investment. We will build up eventually. The hope is to build up to $500 million worth, but this first agreement is a signature for $30 million of investment with a partnership with the government of Mauritania and also with the community of Boghe. I'm not sure if I'm pronouncing it right, it's B-O-G-H-E. And we believe that this is an efficient, it's a responsible, and it will be an extremely, not only lucrative partnership, but it's a smart partnership for the future, and particularly in Africa. Because the relationship of communities to their land and communities with their government is very important. It's not the way we do it in the United States, but it
but it must be, I think, accommodated and encouraged here so that we can respect people's attachment and their legacy, their adherence to the land. So the communities of Bogey represent, there are 18 agricultural cooperatives in Bogey, representing 16,000 farmers. We will have initially 20,000 hectares of land, into which we will invest our $30 million, which we are investing. And alfalfa we are growing. We have tested, have comparisons. It's of the highest quality for cattle feed, but we'll also be encouraging continued agricultural production for whatever the local farmers there also wanted to produce. By expanding and improving their methods and improving the crop output, we are also obviously creating jobs, but we are improving the nutritional intake, first of the cattle, but also of the people that are going to be either eating the meat, drinking the milk, and then all the subsidiary employment opportunities that will stem from that. We are an American company, therefore we have as partner with us the commitment to corporate responsibility projects. In Mauritania, we have already engaged with the Michigan State College of Agriculture and Natural Resources to have an exchange training program with the agricultural center in Kayadi, which is part of that region, to help, to do farm training, agronomy training, seed experimentation, and also training for women in just capacity building, not necessarily farming. In Senegal, we have invested in education, we invested in a school, we built a school in the area because it's the same sort of model. And also we are investing in a health clinic. And there we have an exchange training program with Louisiana State University. As I said, we believe that public-private partnerships that engage the communities in ways that they too get a profit, it is their project, and also increases the talent base and expands the other kinds of employment opportunities is the way we intend to continue to expand our work on the continent. Thank you. Thank you very much, and thank you for investing in Mauritania. I'm sure that it will have a real impact for local population worldwide. That's our hope. Thank you. Monsieur Sélimova. Donc, je vais essayer de présenter votre compagnie. Oh, pardon. Monsieur Touré? Oui. Alors, je vais aller directement à la question. Vous présentez votre compagnie, je vais répondre à la question. Votre groupe s'est déployé dernièrement en Afrique. Qu'est-ce qui détermine le choix projet pays? En fait, nous avons une situation un peu particulière. Et c'est pas nous qui choisissons les pays, en fait, ce sont les pays qui nous choisissent. Donc, notre société est toujours été invitée par les pays africains pour prendre en charge des projets qui sont très importants pour le développement du pays et quand il y a un problème de délai avec le livraison de projet. Donc, notre premier projet en Afrique subsaharienne, c'était en Guinée équatoriale, quand nous étions invités par le chef d'État pour construire un centre de conférence pour le 17e sommet de l'Union africaine à Malabo. Donc, nous avons réalisé ce projet clé en main, en mode de fast track, en 6 mois. Donc, comme tous les chefs d'État étaient invités pour le sommet de l'Union africaine, ils ont eu la réalisation et ils ont commencé à nous inviter. Donc, le deuxième pays était le Sénégal,
nous avons construit le centre de conférence à Toujours pour le 15e sommet de francophonie en 11 mois. Donc, après nous étions invités par Congo-Brazzaville et nous avons également construit un centre de conférence Kintele en 14 mois. Et puis après nous étions invités par Rwanda où nous avons construit le centre de convention à Kigali. Et puis après Niger, etc. Donc, notre façon de changer les pays, ce n'est pas par notre choix. C'est eux qui décident, qui nous invitent. Donc, c'est pour cela que nous avons une situation un peu particulière. Alors, pendant les 11 dernières années, nous avons délivré 22 projets clés en main. Ce n'est pas seulement les centres de conférence, mais également les aéroports. Par exemple, l'aéroport de Niger à Niamey, c'est notre investissement direct, accompagné avec l'hôtel de révision de 5 étoiles. En 2018, nous avons signé les 2 accords, et puis après, vraiment en 11 mois, nous avons délivré les 2 projets qui ont vraiment promoté le pays à Montréal. Vous savez très bien que ce type d'investissements, ce type d'infrastructures sont assez importants parce qu'ils sont très visibles. Donc, les projets qu'on réalise en Afrique sont également visibles comme le stade du Sénégal, par exemple. Donc, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, quel est le type de... Comment sont montés ces projets? C'est plutôt les projets PPP ou c'est juste la réalisation de ces projets-là? En fait, nous avons 3 types de financement. Le premier, c'est où on amène le financement avec un offre spontanée des institutions financières mondiales. Donc, les États s'engagent de s'endetter et puis après, nous sommes nommés comme le constructeur général du projet. C'est une piste. L'autre piste, ce sont les investissements directs que notre société est capable de faire, comme les BOT, les aéroports que nous avons construits, nous sommes en charge de gestion également, comme Niamey, Dakar et Sierra Leone. Et l'autre façon de faire, ce sont les exim banques et les conventions bilatérales entre les pays et les gouvernements. Donc, il y a 3 façons de faire les projets de financement accompagné. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce panel. Je pense qu'on a tous les acteurs qui contribuent ou qui vont contribuer au développement socio-économique de la Mauritanie. Il y a un dernier acteur qui est la prime. Donc, je vous rappelle qu'au niveau de la prime, on a créé au code des investissements. Donc, ça permet aux investisseurs d'avoir des avantages douaniers et fiscaux. Donc, tous ceux qui sont intéressés ils peuvent venir à la prime pour plus d'informations. Donc, je vous remercie encore de votre participation à cette panel et je vous souhaite un très bon séjour en Mauritanie. We need to see together. Yes. You know that in Turkey, the member of the. Voilà. Exactly. Some project. Je connais René. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Merci.